Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. 19h dans tout le Bénin. Voici le sommaire de cette édition. L'atelier sur l'élaboration de la stratégie de la promotion du genre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a démarré ce matin à Cotonou. Nous en parlerons dans cette édition. Le sélectionneur des écureuils, Michel Dussier, a dévoilé sa liste de joueurs pour affronter le Madagascar et la République démocratique du Congo. Jodel Dossou, de nouveau convoqué. Et hors de nos frontières, plusieurs militants ont affiché des portraits d'Emmanuel Macron à l'envers pour dénoncer son discours hypocrite selon eux lors de la COP 26. Les précisions dans ce journal, voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous et merci pour l'attention. Ouverture ce matin à Cotonou d'un atelier sur l'élaboration de la stratégie de la promotion du genre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le directeur du cabinet du dit ministère a lancé les travaux. Clémence Tonoucoin pour le compte-rendu. Pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont élaborer la stratégie de la promotion du genre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit donc d'un creuset d'échange sur la prise en compte du genre dans la diplomatie. Selon la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, l'intégration de l'approche genre dans les stratégies nationales revêt de grand intérêt. L'intérêt de cette approche dans la planification est la réduction des inégalités entre les différentes composantes de la société en vue d'atteindre les objectifs de développement. C'est donc une grande responsabilité qui vous incombe dans l'élaboration des stratégies à mettre en œuvre les prochaines années afin de donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes. La promotion du genre est l'une des priorités du gouvernement actuel qui a conscience que le développement d'un pays passe également par l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. Le ministre Aurélien Agbenossi partage bien cette vision du gouvernement. En décidant que soit élaborée la stratégie de promotion du genre, le ministre Agbenossi veut que le ministère soit doté d'un outil qui lui permettra de promouvoir les droits des femmes auprès des partenaires techniques et financiers afin de contribuer à faire du Bénin un pays où l'égalité et l'équité favorisent la participation des hommes et des femmes aux instances de prise de décision, de même que l'accès et le contrôle des ressources productives en vue d'un développement humain durable. Évidemment, la mise en œuvre de cette stratégie contribuera à améliorer le positionnement des femmes au sein des instances de prise de décision au ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de mieux intégrer la dimension genre dans toutes les activités du ministère. Plusieurs communications sont prévues au cours de cet atelier en vue de renforcer les capacités des participants sur la question du genre. Les bénéficiaires du programme AgroSturdy ont été reçus en audience par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Au cœur des échanges, la présentation du dit programme qui donne l'opportunité aux bénéficiaires de suivre une formation de plusieurs mois en Israël dans le domaine agricole. Carole Olaye pour le compte-rendu. Ils sont au total 20 jeunes apprenants des lycées agricoles du Bénin à bénéficier du programme israélien AgroSturdies. Reçus en audience par le ministre en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, à la veille de leur départ pour un séjour de 11 mois de formation en Israël, ils auront à acquérir de nouvelles connaissances israéliennes pour une agriculture plus performante et modernisée. Ce sont des étudiants qui partent en mission pour le Bénin, c'est comme des ambassadeurs. Et quand ils partent, ils vont en formation, ils se font former et ils reviennent avec des connaissances avérées dans le domaine de la technologie, la nouvelle technologie, des innovations d'Israël et l'horticulture, qui serait même la base fondamentale de leur formation, fait partie des leviers essentiels sur lesquels le Bénin est en train de compter sur ces étudiants qui sont en train d'aller en formation. Alors ils vont revenir avec ces compétences, former leurs autres frères, servir de maîtres de mémoire
pour les autres frères qui n'ont pas eu cette chance, cette opportunité de se rendre en Israël. À la suite des échanges avec le ministre Yves Tchabi-Kwaro, ces jeunes ont été également reçus par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Une démarche qui s'inscrit dans la mise en application des recommandations issues des précédentes éditions du programme AgroSturdies. Il y a eu des sollicitations qui ont été faites, donc dans la plupart du temps, le consulat, à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, demande à ce que les autorités béninoises accompagnent ce programme par la visite de ces étudiants lorsqu'ils sont en formation sur le territoire israélien. Il est très important que nos autorités fassent le déplacement pour aller les voir. C'est ça qui booste ces étudiants à mieux rendre. Ce programme a été ouvert pour le Bénin juste après la présentation des lettres de créance de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Israël au Bénin. Et le Bénin, depuis 3 ans, a commencé par faire son chemin avec les autres étudiants du monde entier. Ces ambassadeurs agricoles béninois seront répartis sur de différentes fermes agricoles en terre israélienne où ils bénéficieront des cours pratiques et théoriques dans les domaines de la production, de la transformation et de la conservation des produits agricoles. Le Conseil électoral a officiellement démarré aujourd'hui au siège de la Commission électorale nationale autonome sa première session extraordinaire au titre de l'année 2021. Sous l'autorité du président du Conseil électoral, Saka Lafia, les travaux ont effectivement démarré en présence de tous les conseillers et vont durer 15 jours. Les membres du Conseil électoral auront à procéder à l'adoption formelle de l'avant-projet de budget de fonctionnement de la Sénat, gestion 2022. Cette session permettra également, entre autres, aux conseillers d'examiner et d'adopter le compte-rendu de la mission effectuée par la Sénat au niveau des sièges des formations politiques dans le cadre du suivi de la gestion du financement public des partis politiques au titre des 2 premiers trimestres de l'année 2021. Il faut noter que cette session extraordinaire prendra fin le 25 novembre prochain. Autre information dans ce journal, vous le savez, ce jour 2 novembre est la date commémorative des défunts. À l'instar de leur père du monde, les catholiques du Bénin n'ont pas dérogé à la tradition d'honorer la mémoire de leurs parents défunts. Ces derniers étaient dans les cimetières pour l'entretien des tombes de leurs parents. Aristide Setin a fait le constat au cimetière d'Akpakpa de Cotonou. Suivez son reportage. Cimetière d'Akpakpa, ce lundi 1er novembre, une inhabituelle affluence y règne. Les vivants viennent rendre visite à leurs parents défunts, un acte qui entre dans le cadre de la célébration de la fête des morts prévue pour le 2 novembre. Ces derniers s'attellent à la réfection et au nettoyage des tombes de leurs parents défunts. D'autres y déposent des gerbes et prient pour leur repos éternel et solliciter leur intercession. Pour Dame Prudencio, c'est simplement un devoir dont doit s'acquitter chaque vivant. Ils ne sont plus là, mais il ne faut pas que les tombes soient dans la poussière, dans un état délabré. Et puis, il faut nettoyer, il faut qu'ils soient propres. Il faut qu'autour d'eux, même si ce n'est pas notre parent, autour de la personne disparue, on nettoie pas seulement les tombes de nos parents, mais les tombes autour de nos parents aussi. Présents au cimetière ce jour, ces citoyens béninois sont conscients de la place des défunts dans leur quotidien. Depuis hier, j'ai dit que je vais venir ici. Et je n'ai pas le temps pour venir ici. C'est aujourd'hui que j'ai venu. Quand je me suis allé à la maison, j'ai enlevé mon blouson directement. Je me suis allé laver. J'ai dit que je vais venir laver le tombeau avant d'aller au Porte-Nouveau pour aller laver pour mon frère. Je suis venue sur la tombe de ma fille. Ma fille unique en plus. Ma fille unique en plus, à 21 années de maîtrise. Et depuis chaque année, je suis là pour lui rendre toujours son honneur. Mais vraiment, c'est tellement difficile que je ne souhaite ça à personne. Outre ces visiteurs temporaires, quelques ouvriers venus exécuter des travaux ponctuels ou encore les travailleurs habituels des lieux. C'est le temps pour eux de faire de bonnes affaires. Je fais
à la totalité de mon argent que je trouve au moins 20 000, je trouve au moins 20 000 par jour. Pour les besoins urgents, un marché circonstanciel s'anime à l'entrée du cimetière. On y trouve de bougies, de bouquets de fleurs et autres produits. Un service de garde vélo protège les engins des usagers. Vous le savez, hier, la communauté chrétienne catholique a fêté la Toussaint. Retour à présent sur la signification de la Toussaint et la différence entre cette fête et la commémoration des défunts avec le père Éric Opaïcha, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il est au micro de Samson Oké. La Toussaint, c'est une fête chrétienne catholique qui n'a pas un fondement biblique. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de manière formelle le mot Toussaint dans la Bible. Mais c'est une fête qui a été instituée par l'Église au fil des temps. Et déjà au IVe siècle, dans l'Église d'Orient, on parlait de la fête de tous les martyrs, de ceux qu'on ne connaît pas ou de ceux qui sont connus. Et progressivement, c'est en 834, pour la petite histoire, que le pape Grégoire IV va formaliser la Toussaint comme une solennité pour le 1er novembre et pour toute l'Église universelle. Maintenant, qu'est-ce que nous célébrons à la Toussaint? À la Toussaint, nous célébrons tous les saints, qu'ils figurent ou non au calendrier liturgique. Nous célébrons cette foule immense de témoins qui ont connu Jésus, qui l'ont aimé, qui ont suivi ses commandements et qui ont eux aussi porté leur croix comme le Christ. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui, ils participent à la gloire du Christ. Donc voilà ce que nous célébrons, une foule immense de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples qui ont connu Jésus, l'ont aimé, cette foule immense de témoins. Maintenant, le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre, l'Église fait mémoire de tous les fidèles défunts. Parce que dans l'Église, nous croyons à ce que nous appelons la communion des saints. C'est-à-dire que l'Église n'est pas que l'Église des vivants, c'est l'Église des vivants et des morts. L'Église des fidèles vivants qui sont encore là, qui vont à la messe, et ceux qui sont déjà morts. Et parmi ceux qui sont morts, il y en a qui sont déjà dans la béatitude éternelle, c'est-à-dire qui contemplent la face de Dieu. Eux, ils sont saints. Mais il y a ceux qui n'ont pas fini leur purification et qui doivent encore passer un temps de purification avant d'entrer dans la pleine communion avec Dieu. Alors, le 2 novembre, nous prions pour tous ces fidèles-là, pour que Dieu puisse, dans sa miséricorde, les laver de leurs souillures et surtout les accepter dans son royaume. Donc, je peux me résumer en disant que les saints sont des fidèles qui sont déjà morts, et donc, les saints sont des morts, mais tous les morts ne sont pas saints. Voilà la différence entre les deux fêtes. Je vous l'annonçais en titre, en conférence de presse aujourd'hui, le sélectionneur des Écureuils a dévoilé sa liste de joueurs pour affronter le Madagascar et la République démocratique du Congo. Michel Dussuyer a donc communiqué une liste de 25 joueurs, dont 2 locaux et 23 évoluant à l'étranger, dont Jodel Dossou. Je vous invite à présent à suivre un extrait des propos du sélectionneur des Écureuils du Bénin. Bien. Tout d'abord, en préambule, c'est des rencontres contre Madagascar et la RDC. Je vais vous donner la liste des 25 joueurs qui ont été retenus, avec comme gardien Saturnin Alakbe, Marcel Dangenou et Batori Douyeme. Défenseurs avec Khaled Adenon, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Samadou Bourou, Milvin Doremus, David Kiki, Cédric Kontonji, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu, Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi, Junior Oletan, Anan Tidjani. Les attaquants, Jodel Dossou, Chabel Gomez, Marcelin Coupeau, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Sekbeazangpo et Sebio Soukou.
Hors du Bénin, j'allais dire, à la COP 26, plusieurs militants ont affiché des portraits d'Emmanuel Macron à l'envers pour dénoncer son discours hypocrite sur le climat, selon eux, une action qui ne surprend pas puisqu'au lancement de cette grande messe sur le climat, les dirigeants mondiaux ont lancé leur appel habituel à sauver la planète. Retour sur cette première journée avec nos confrères de RT France. Situation. Une COP26 comme une dernière chance. Ce lundi, à l'occasion du premier jour de la 26e conférence sur le climat, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole à Glasgow. Parmi eux, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dresse un tableau alarmiste de la situation. Même dans le meilleur des cas, les températures vont augmenter bien au-delà de 2 degrés. Donc malgré nos espoirs et la conférence sur le climat tant attendue, nous nous dirigeons toujours vers une catastrophe climatique. Les jeunes le savent, tous les pays le voient, les petits États insulaires en développement et les autres pays vulnérables le vivent. Et pour eux, l'échec n'est pas une option, l'échec est une condamnation à mort. Un constat partagé par l'hôte de la conférence, le Premier ministre britannique Boris Johnson. Si l'Inde s'est positionnée pour réduire au plus vite ses émissions, annonce très attendue pour le 4e émetteur au monde de gaz à effet de serre, pour Joe Biden, c'est un effort collectif qui est nécessaire. Selon lui, la lutte contre le changement climatique représente une opportunité incroyable pour l'économie mondiale. Du côté de la France, le constat est clair. Lors de son discours, Emmanuel Macron l'a martelé. Les promesses et engagements des différents pays doivent être suivis par des actes concrets. Trop d'entre nous prennent ici des engagements et ensuite signent des accords commerciaux qui font exactement le contraire. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une planète qu'on fait fonctionner selon une grammaire et des règles qui n'intègrent pas en son cœur, ces contraintes. Nos accords commerciaux doivent refléter nos engagements climatiques. L'organisation de nos chaînes de valeur doit refléter nos exigences climatiques. À l'issue de cette conférence à Glasgow, les 195 participants auront pour mission de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un événement scruté par les militants écologistes du monde entier qui espèrent une prise de conscience massive de la part des dirigeants. La COP26 s'achèvera le 12 novembre prochain. En Australie, avec l'affaire des sous-marins, le Premier ministre répond aux accusations du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a accusé dimanche son homologue d'avoir menti sur l'annulation du contrat. Scott Morrison, Premier ministre australien, a quant à lui affirmé avoir plutôt tenté de l'avertir à 2 reprises sans succès. Les précisions. COP26 ou G20, le Premier ministre australien Scott Morrison et Emmanuel Macron participent depuis une semaine aux mêmes événements internationaux. Mais les 2 gouvernants s'évitent soigneusement depuis septembre dernier et la crise provoquée par la rupture australienne du contrat qui prévoyait la livraison de plusieurs sous-marins français. Pire, les 2 hommes sont à couteau tiré depuis le camouflet, nouvelle preuve ce lundi. Je ne souhaite pas personnaliser cette affaire, il n'y a aucun doute là-dessus. De mon point de vue, je dois dire que je pense que les déclarations qui ont été faites remettant en cause l'intégrité de l'Australie et les insultes qui ont été proférées à l'encontre de l'Australie, pas contre moi, j'ai les épaules larges, je peux faire face à cela, mais ces insultes, je ne vais pas les tolérer au nom de l'Australie, je ne vais pas les tolérer au nom des Australiens. Scott Morrison fait ici référence à l'échange entre un journaliste australien et Emmanuel Macron le 31 octobre dernier, en marge du G20. Questionné sur l'honnêteté du Premier ministre australien sur le dossier des submersibles, le président français s'est montré explicite. Pensez-vous qu'il vous a menti? Je ne pense pas, je le sais. Des déclarations qui contredisent les informations relayées par la presse australienne, affirmant que Scott Morrison aurait déjà évoqué le sujet de la rupture du contrat en juin dernier, puis le 13 septembre, 2 jours avant l'annonce officielle. Un argumentaire qui rappelle celui de Joe Biden lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron lors du G20 à Rome. Le locataire de la Maison-Blanche avait affirmé penser que le gouvernement français avait été informé de longue date de ce revirement de situation. Un désaccord sur les faits qui pousse le Premier ministre australien à repousser la normalisation des relations avec Paris.
L'Australie sera heureuse de travailler avec la France sur des projets d'intérêt mutuel. Je pense qu'il est clair, d'après les déclarations du président Macron hier, que le niveau d'offense est encore très grand et nous attendrons que cela s'apaise. Ironie du sort, c'est devant un chantier naval que le Premier ministre australien a fait ses déclarations. En pleine COP26, le dégel des relations diplomatiques entre les deux pays ne semble visiblement pas d'actualité avant de longues semaines. En Russie, alors que le cap des 5 millions de morts dus au Covid-19 dans le monde a été franchi, le pays poursuit sa semaine chômée pour l'ensemble de la population. Objectif, ralentir la propagation du variant Delta, même si chaque jour le nombre de décès et de malades ne cesse d'augmenter dans certaines régions. Le président russe, Vladimir Poutine, a appelé la population à se faire vacciner pendant que les hôpitaux sont saturés et en manque d'oxygène. Reportage. Comme l'a souligné ce lundi Vladimir Poutine, la Russie n'a jamais enregistré un nombre de nouveaux cas de contamination aussi élevé que ces derniers jours. Le président a chargé le ministère russe de la Défense de soutenir la population civile, notamment en participant à la construction d'hôpitaux temporaires. Le chef de l'État a également rappelé que la vaccination restait le meilleur moyen de se protéger contre le Covid. C'est la vaccination qui sauve réellement d'une évolution sévère de la maladie et d'une issue létale. Actuellement, des médicaments sont en cours de développement et, j'en suis sûr, seront utilisés dans un proche avenir. Aujourd'hui, j'en ai parlé également avec mes collègues, avec ceux qui travaillent là-dessus. Pourtant, le meilleur et le plus universel des moyens de se protéger est de se faire vacciner. D'après le Kremlin, la situation actuelle représente une surcharge de travail extrême pour les médecins et ne s'améliorera pas dans les prochains jours. Des propos confirmés au sein de l'Agence fédérale sanitaire. L'effet obtenu grâce aux mesures qu'on est en train d'adopter et qui le sont déjà ne se fera pas ressentir immédiatement. Il faut du temps pour cela, au moins une période d'incubation est nécessaire. Très probablement, il faudra plus de temps. Les mesures sanitaires actuellement en vigueur en Russie risquent donc bien d'être maintenues. La région de Novgorod, au nord-ouest de Moscou, a ainsi été la première à annoncer hier qu'elle prolongerait d'1 semaine les jours chômés. À Saint-Pétersbourg, de nouvelles restrictions seront mises en place à partir du 8 novembre, y compris la fermeture des restaurants, bars, cinémas et salles de concert après 23 h. Madame, Messieurs, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.